Bienvenue dans les pastilles Summer Lux. Chaque semaine, nous revenons sur un film qui sera diffusé le vendredi à 21h au Luxe. Et cette semaine, on plonge dans le monde du cauchemar, un film connu pour avoir marqué au fer rouge le genre horrifique, un film qui a vu naître l'un des monstres les plus emblématiques du cinéma américain. Avec ses visions terrifiantes et son concept redoutablement simple, il deviendra une pierre angulaire pour toute une génération de cinéastes. Vous l'avez compris, on parle du cauchemar éveillé de Wes Craven, Les Griffes de la nuit. Sorti en 1984, le film nous présente Freddy Krueger, tueur de rêves, sadique, aux gants lames, figure immédiatement iconique capable de tuer ses victimes dans leur sommeil, une idée de génie presque enfantine dans sa mécanique, mais d'une puissance psychologique redoutable, car quoi de plus angoissant de ne plus pouvoir dormir que vos propres rêves deviennent vos ennemis. Wes Craven, déjà remarqué pour ses premiers films extrêmes, comme La Dernière Maison sur la gauche ou La Colline à des yeux, ancre ici son style, frontal, audacieux, mais toujours maîtrisé. Avec Freddy, il ne se contente pas de faire peur, il s'amuse, il crée, il invente une grammaire du cauchemar, les décors se retournent, les lois de la physique se brisent, les murs deviennent chers, tout devient instable, tout devient dangereux. Dans le casting de ce film, on découvre Heather Langenkamp en héroïne combative et un certain Johnny Depp, encore inconnu, qui signe ici l'un de ses premiers rôles et l'une de ses morts les plus cultes du cinéma d'horreur. Le film repose sur un rythme sec, une tension continue et des effets pratiques qui, 40 ans plus tard, n'ont pas trop vieilli. Les Griffes de la nuit, c'est un film qui n'a pas seulement marqué les nuits de toute une génération, c'est un manifeste du genre, une œuvre matricielle qui a fait de la fabrique à rêves hollywoodienne une fabrique à cauchemars. Alors préparez vos litres de café pour découvrir ou redécouvrir ce film sur grand écran que l'on analyse ici avec Seb, Roman et Lenny. Et on peut le dire, Wes Craven, quand même, c'est un pionnier du genre horrifique dans sa globalité. Ouais, Wes Craven, c'est un des maîtres du cinéma d'horreur des années 70 américains, donc avec John Carpenter, Tobe Hooper, George Romero, donc c'est vraiment un petit peu l'un des 4-5 réalisateurs qui comptent. La Colline à des yeux, tu l'as dit, La Dernière Maison sur la gauche, c'est quand même des films qui ont marqué leur époque, qui ont marqué les spectateurs à l'époque, souvent d'ailleurs parce que c'est des films assez violents, assez bruts. Et donc là, c'est son 5e film, Les Griffes de la nuit, et on a un peu changé de mode, on a un peu changé d'époque, on est vraiment en pleine période du slasher, du teen slasher même plutôt, donc ces ados qui se font dézinguer les uns après les autres par un tueur en série. C'est un genre qui a été lancé par Black Christmas, par Halloween, puis dont le vrai point de départ, c'est Vendredi 13. Et qui est un genre qui est considéré aujourd'hui comme un peu, en tout cas à cette période-là, comme un peu réactionnaire. C'est-à-dire souvent, en gros, la fille couche, la fille meurt. C'est un peu radical. Et il y a un côté comme ça un peu moralisateur. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il prend effectivement avec ce personnage de Boogeyman, il prend un peu à rebours ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il sexualise tout, y compris effectivement, mais comme il en fait effectivement une espèce de tueur qui agit dans les rêves, comme il en fait une espèce de... c'est aussi un pédocriminel, Freddy Krueger. Donc effectivement, il y a un rapport très malsain en fait, qui se joue, et ça rend le film effectivement extrêmement intéressant, au-delà du fait que c'est d'un point de vue purement horrifique, d'un point de vue purement de cinéma, c'est un film qui est extrêmement bien fichu, qui continue à fonctionner, qui fonctionne dans son côté horrifique malgré le fait qu'on dise que c'est effectivement dans les rêves. Donc il y a un truc un peu irréaliste qui peut effectivement mettre à distance le spectateur. Et en fait ça fonctionne, ça continue vraiment à fonctionner. Et puis il invente Freddy Krueger qui est quand même l'un des boogeymen les plus cultes et les plus utilisés et les plus iconiques du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que vous portez le pull de Freddy Krueger et c'est identifié. Donc c'est vraiment c'est vraiment pour ça, c'est vraiment un film qui marque son temps. C'est pour ça que Freddy Krueger d'ailleurs est particulièrement iconique aussi. C'est l'un des seuls boogeyman qui va avoir aussi tout son univers, qui va l'englober plus que lui-même, par rapport à d'autres qui vont justement être beaucoup plus modulés et modulables. Lenny, justement sur les inspirations autour de ce film, puisque Wes Craven reste quand même assez référencé. Bah oui, parce que mine de rien, comme tu l'évoquais Seb, le côté slasher a eu tendance un peu à avoir mauvaise presse, mauvaise réputation. Le côté, oui c'est un film pour les ados, mais en même temps qui critique un peu les démarches. Mais avec Wes Craven, on n'est pas forcément sur un tâcheron, et le mec a quand même eu des études de psychologie et de philosophie, et donc forcément, là en plus, il scénarise Freddy,
Donc il va pas aller juste chercher n'importe quoi. Il va aller nous chercher des véritables figures, genre par exemple le fait que, des figures notamment assez diversifiées, le côté un peu rayé, je crois qu'il s'inspire d'un personnage de DC qui est Plastic Man, mais à côté de ça, il peut aller chercher des références plus pointues, genre par exemple le choix des couleurs, qui sont, si je m'abuse, le rouge et le vert, c'est lié par rapport à un article scientifique sur le fait que ces deux couleurs, mine de rien, qui sont assez conflictuelles pour la rétine. Donc c'est vous dire si on n'est pas sur quelqu'un qui juste a fait ça parce que ça le faisait rigoler, quoi. Non, on est sur de véritables recherches, même l'aspect de le côté rêverie, ça se base sur visiblement un syndrome qui s'appelle le syndrome de Brugada et sur pas mal de mythes justement autour de personnes qui étaient terrifiées à l'idée de s'endormir, justement sur l'aspect cauchemar, sur l'aspect rêve et sur l'aspect il peut véritablement arriver plein de choses. Et c'est ce qui rend le personnage de Freddy absolument incroyable et ultra efficace parce que il joue sur quelque chose sur lequel personne n'a le pouvoir, en plus d'avoir mine de rien un film qui est généreux, mais très très rapidement, au bout de 20 minutes, il va déjà se passer des choses, et surtout par rapport à la modernité de certains films, ça nous fait du bien et c'est très rafraîchissant. Oui, c'est un film ultra rythmé que tu comparais, Seb, d'ailleurs aux Dents de la Mer, parce qu'il n'a pas cet effet-là. Oui, il n'utilise pas l'effet de dire je vais passer 3 quarts d'heure à vous faire penser qu'il y a un monstre ou il n'y a pas de monstre, ou on ne sait pas trop qui c'est. Non. Freddy Krueger, il est montré assez vite, assez radicalement. On est assez frontal, on rentre assez bien, on est effectivement dans une mécanique de série B d'époque. Donc effectivement le film fait 1h40, quelque chose comme ça, donc c'est assez pour aujourd'hui ça paraît assez court, pour l'époque c'est quasiment les plus longs de ce type de série B. Donc oui, il y a une espèce d'efficacité qui fait que on y va et on rentre très vite dans le vif du sujet. Roman, d'ailleurs, un film que tu considères comme un classique des slashers. Ouais, c'est un des classiques des slashers, mais qui en même temps il se différencie énormément des autres. Les slashers se déroulent souvent dans une ville des États-Unis paumée, avec des adolescents ultra lambda qui se font tous zigouiller du coup par un psychopathe, et toute l'action est ancrée dans une réalité très propre à nous. Mais ici, Les Griffes de la Nuit, c'est différent, c'est un slasher mais qui joue sur le fantastique, puisque Freddy, il agit uniquement dans les rêves. Encore une fois, avec ce film, nous sommes dans une incertitude constante. Nous nous demandons si ce que nous voyons est vrai ou non, et encore plus, à la fin du film, où on sait vraiment plus ce qui est vrai ou pas. Et surtout, le film il illustre un principe hyper intéressant qui s'appelle le principe de hantise, un principe que nous devons à Marx, et c'est l'idée que nos victimes sont comme des fantômes. Ils sont toujours présents sans être visibles et donc continuent de nous hanter, exactement comme le fait Freddy. Freddy il se fait donc assassiner par les parents des protagonistes, car justement il a touché et tué des enfants, donc ils décident de le brûler pour être tranquilles et que leurs enfants soient en sécurité. Une fois le monstre tué, les parents se disent que leurs enfants sont tranquilles, donc ils s'en fichent d'eux. Ils partent à Vegas, du coup il y a une des mères des protagonistes qui part à Vegas avec son nouveau mec, une autre qui boit beaucoup d'alcool, etc. Mais Freddy justement il revient terroriser leurs enfants pour se venger et montrer qu'il est toujours là. Une dernière chose à noter sur Freddy, c'est sur son apparence plus précisément, elle n'est pas anodine, car je pense que tout le monde l'a vu, elle reste en tête et quelque part c'est pas pour rien, car certains l'ont peut-être déjà vu auparavant dans des paralysies du sommeil. En effet Freddy, il est quelque peu calqué au Atman, une sorte d'entité souvent rapportée par des personnes qui font ce genre de semi-sommeil éveillé. En gros, dans ce genre d'événement, on peut avoir quelques hallucinations hypnagogiques, c'est-à-dire créées par le cerveau lorsque l'esprit est éveillé, mais que le corps, lui, est paralysé. On peut y voir des proches, des monstres, mais de nombreuses personnes ont croisé le regard persistant du Atman, de l'homme au chapeau. Même si Wes Craven n'a jamais avoué véritablement s'être influencé de ce personnage-là, je pense qu'avec la description que je vous ai donnée, on peut y voir de nombreuses similitudes, surtout liées aux rêves. Tout à fait, et puis c'est une saga, comme on l'a débattu un petit peu auparavant, qui, puisque là on l'a présenté comme le premier film du grande saga quand même, Freddy Krueger, en effet c'est un boogeyman qui va même affronter d'autres boogeyman par la suite, comme Jason, mais c'est vrai que c'est l'une des sagas qui va le plus tenir en cohérence, en idées visuelles et en propositions, tout au long de ces années, juste après justement ce premier film, ce grand succès. Oui Lenny ? Notamment par le principe simple, mais qui lui est lié, c'est-à-dire que Freddy va vous attaquer dans vos rêves. Donc basiquement, dès le premier film, il fait ce qu'il veut. Il va vous terroriser, il va même littéralement s'infliger des dégâts juste pour vous faire peur, et du coup, c'est à mon sens ce qui lui permet la plus grande liberté justement dans ses suites, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Il peut littéralement s'amuser à tout faire, parce que c'est des rêves. Et du coup, ça permet toujours le côté de jouer avec énormément de principes.
ce qui est forcément beaucoup plus compliqué pour des boogeyman classiques qui vont avoir peut-être un principe, un ressort, ou parfois c'est simplement une arme spécifique. Donc forcément, ça permet beaucoup de choses. Après, évidemment, il y a certaines faiblesses en fonction de certains films. Je crois que c'était Seb, toi, tu disais justement que t'avais plus peut-être d'appréhension sur le côté, le 7ème, où c'est Wes Craven qui revient à la réalisation. Ouais, non, il y a en fait, je trouve que la saga, elle a tous les Freddy. Il y en a, on va dire, ce que j'appelle la saga, c'est vraiment jusqu'au retour, donc le 7ème de mémoire. Le retour de Freddy, qui est une espèce de film méta. Après, il y a eu des remakes qui ont été faits. Je crois que Blumhouse ou Dimension est passé par là et a produit des remakes qui sont de mémoire pas très intéressants. Mais effectivement, il y a toujours des choses à aller piocher. Que ce soit visuellement, que ce soit thématiquement. Effectivement, il y a une vraie liberté, il y a un vrai truc qui fait que à défaut de, je vais pas vous dire que le Freddy 3 ou Freddy 7 c'est des chefs-d'œuvre, mais par rapport à effectivement d'autres sagas, la saga Vendredi 13, la saga Halloween, etc., où on touche parfois vraiment le fond. T'aimes pas Jason X ? J'aime pas Jason X, mais j'aime pas Jason 1 non plus, parce que Vendredi 13 c'est quand même pas très bon, faut quand même l'avouer. Donc voilà, je trouve qu'il y a toujours des choses à regarder dans la saga des Freddy, qui est effectivement et qui dure, parce que voilà, je crois que de mémoire ces 7 films se réalisent sur une grosse dizaine d'années, donc finalement c'est aussi assez ramassé. Et il faut le préciser aussi par rapport donc ce Boogeyman, c'est l'un des seuls où on voit véritablement son visage, même s'il est assez charcuté, va-t-on dire. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls aussi qui va être très vite raccroché, voire les deux n'arrivent pas à se détacher tant l'un va pérenniser l'autre. C'est Robert Englund, donc l'acteur, qui va devenir culte aussi pour beaucoup, et qui va même devenir une inspiration et être d'ailleurs même dans plusieurs films référencés autour, comme une référence plus qu'assumée du coup aux Griffes de la Nuit, en utilisant juste l'acteur de Robert Englund. Je crois que ça a été encore fait il n'y a pas longtemps sur un film d'horreur Netflix, je ne saurais vous dire le nom, mais je sais qu'il est tout de suite une apparence, enfin une icône en lui-même, plus même limite des fois que son personnage qu'il incarne. C'est ça qui est particulièrement intéressant aussi avec Freddy Krueger. Oui, Lenny. Alors que je crois que Wes Craven, je peux me tromper, mais je crois que Wes Craven fait l'inverse dans Scream, où justement ce n'est pas l'acteur, mais c'est quelqu'un qui a exactement le même costume, en tout cas le même pull rayé, et même visiblement un chapeau. Oui, il y a une référence dans Scream où effectivement il y a un balayeur qui ressemble. Mais de toute façon, Wes Craven a tendance à faire beaucoup de références, que ce soit à ses autres films ou à même d'autres films du genre. Même déjà dans Freddy, si je ne m'abuse, il y a pas mal déjà d'autres références aux films d'horreur en général. Tout à fait. Et c'est une saga qu'on vous conseille de débuter au cinéma luxe, évidemment, avec ce Summer Luxe. Et Seb, je crois qu'il reste une dernière date à noter. Il reste une dernière date, peut-être le plus important. Le 29 août, Matrix, les sœurs Wachowski, tout simplement. Pour finir, voilà. Pas n'importe quoi, là on part carrément sur une apothéose. Ça va être sur autre chose, ouais, c'est un autre style. Mais évidemment. Mais ça va être super aussi. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour cette analyse de Matrix du Summer Luxe.